Dans le cadre des Mardis Mallette, C'est Matin V vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette chronique économique présentée par le groupe Mallette et je suis en compagnie de notre chroniqueur économique, Régent Lemieux, comptable professionnel agréé. Régent, bonjour. Bonjour, Michel. Régent, on est en période électorale et là, il y a des promesses qui se font, puis on va parler justement de ces promesses. Mais avant, moi, j'aimerais ça parler du prix de l'essence parce que si on se fie à hier, au moment où on a enregistré cette chronique-là, le baril était à 63 $. Hier matin, il était à 63 $, en hausse à 1,87 $. Mais 63 $, on sait que c'est pas élevé. Mais le prix à la pompe, lui, ne change pas. Puis il demeure quand même élevé à 1,39 $. C'est quoi? Comment ça fonctionne exactement? Il faut comprendre que le prix de l'essence est composé de quatre éléments, donc le prix brut, donc le prix du baril, donc qui est une première chose. Le prix du baril aussi, il est fait par l'OPEP, donc l'Organisation des produits exportateurs du pétrole, donc 23 pays, principalement en Europe. Il faut comprendre que le côté canadien, même si on fait du pétrole, ça représente seulement 5 % de la production mondiale, donc on n'a quasiment pas d'influence sur le prix du pétrole au Canada. Donc c'est vraiment du côté européen qui dicte vraiment le marché du baril du pétrole. J'aurais pensé que tu aurais dit côté américain, mais c'est côté européen. Européen. Ah oui. OK, l'Europe est plus fort que les États-Unis au niveau de production? Au niveau de la production. OK. Effectivement. Puis dans le fond, il faut comprendre, Michel, que dans le fond, quand est arrivée la pandémie, il y a eu vraiment une diminution draconienne de la demande, bien entendu. On l'a vu, le prix du baril a descendu jusqu'à 23 $ le prix du baril. Donc vraiment, là, en mars, on va avoir un tableau par rapport à ça, là, un tableau qui démontre très bien que lorsqu'est arrivée la pandémie, le prix du baril a baissé. Et ça, c'est toujours le jeu de l'offre et la demande. Donc, la demande a diminué de façon importante. À ce moment-là, l'OPEP a revu ses prix du baril pour venir le réduire dans le but de pouvoir en sortir davantage. Donc ça, c'est un jeu normal qui s'est fait. Puis il faut comprendre que le prix du baril va varier en fonction vraiment de certains éléments économiques qui arrivent. Donc géoéconomiques dans le monde, là, tous les éléments qui arrivent ont un impact sur le prix du baril. Mais il faut comprendre que ces pays-là, c'est un petit marché. C'est eux autres qui vont venir jouer en conséquence. Et là, présentement, le problème qu'on a, Michel, c'est que l'OPEP ne s'entend pas à venir rebaisser le prix du pétrole. Ils ont décidé, en gros, de réduire la production, même si la demande est rendue plus grande, ils ont décidé de ne pas augmenter la production. Et là, ça a pour conséquence... Qui garde le prix plus élevé. Qui garde le prix du baril plus élevé. Donc, plus de demande du baril, fait qu'indirectement, ça fait augmenter le prix du baril. Fait que juste le fait que l'OPEP ne s'entende pas entre eux autres pour venir réaugmenter la production, ça crée une rareté des barils et indirectement une augmentation. Donc, même si le prix du baril, dans le fond, il a joué dernièrement à cause de ça, même si l'économie a repris, là, puis on a une demande qui a augmenté, là, on revient au prix, dans le fond, qu'à l'époque, avant la pandémie, donc des prix qui vont osciller autour de 1,39 $ ce matin, qu'on retrouve au prix à la pompe. Il faut s'attendre que ce prix-là risque d'augmenter parce que l'OPEP ne s'est pas encore entendu dernièrement sur de venir réaugmenter la production en fonction de la demande dans le marché. OK. Et pourquoi que le Canada, parce qu'on a en Alberta tout ce qu'il faut pour produire du pétrole, pourquoi qu'on n'augmente pas la production? Bon, je sais qu'il y a eu toutes sortes de conversations par rapport aux canaux de distribution. Mais pourquoi, si on est capable de le faire, pourquoi qu'on n'encourage pas la production? Bien, parce qu'on est capable, mais en partie de le faire. C'est que dans le fond, il faut comprendre qu'on ne pourrait pas suffire à la demande canadienne par les installations qu'on a actuellement. Deuxièmement, nos installations sont plus coûteuses au Canada qu'ils sont dans ces pays-là européens, parce que nous, il y a vraiment on a du sable bitumineux à travers l'essence, donc on doit faire des extractions qui coûtent plus cher que là-bas, pour lequel c'est déjà en liquide, si on peut dire. Le pétrole est déjà liquide, donc c'est des puits. Ils n'ont pas vraiment de modification à faire. Fait que le Canada, ça coûte plus cher à produire le pétrole, puis également aussi, on n'a pas les réserves pour être capable de suffire présentement à la demande canadienne. Puis il faut comprendre pourquoi ça ne s'est pas développé tant que ça au Canada. Bien, on est en compétition avec d'autres marchés mondiaux. Plus importants. Plus importants. Fait que, à l'époque, il faut comprendre que les gens, on va toujours acheter les produits où c'est qui étaient moins chers. Peut-être avec la pandémie, on va revoir nos choses. On va vouloir peut-être être autosuffisant comme dans plusieurs produits.
Et là, on pourrait revoir peut-être des installations pétrolières augmentées. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2035, les provinces ont adopté une politique pour laquelle les véhicules neufs, il n'y aura plus de véhicules neufs qui vont être au carburant. Donc, c'est un peu un jeu de dire, est-ce qu'on pousse dans le domaine du pétrole? Les Transpipelines qui a eu lieu aussi, donc des débats écologiques par rapport à ça. Donc, c'est tout un monde dans lequel tu as l'environnement, tu as lequel on veut réduire l'effet de serre avec la diminution du carburant, donc plus de voitures à l'essence. Tous ces jeux-là ont pour conséquence que ça a un prix qu'on paye quand même plus cher. Il faut comprendre que dans le prix du pétrole, Michel, là, le gouvernement, il y a quand même 35 % de taxes qui est relié dans le prix qu'on paye. Donc, si le gouvernement voudrait venir nous aider dans une période économique, il pourrait venir jouer un rôle sur la taxation qu'il nous crée par rapport à ça. C'est de juridiction provinciale aussi. Il faut comprendre que ce n'est pas canadien, c'est vraiment de juridiction. Chaque province va venir jouer son rôle dans la taxation de l'essence. Mais c'est important ce que tu viens de dire là, c'est que si c'est 35 % de taxes qu'on donne au gouvernement, si on devient avec une voiture électrique, cette taxe-là ne rentrera plus. Donc, c'est de l'argent de moins qui va rentrer au gouvernement. C'est de l'argent de moins qui va rentrer au gouvernement. Ils nous attendent dans le détour parce que Hydro-Québec, ça appartient au gouvernement. Effectivement. Dis-toi, Michel, qu'un jour, si ce n'est pas l'essence qui va faire rentrer l'argent au gouvernement, c'est soit la taxation, TPS, TVQ, la TVQ dans les provinces, TPS au Canada. On va venir jouer sur d'autres données. Mais présentement, l'essence, puis il faut comprendre que dans la période de l'été, pourquoi on paye plus cher d'essence dans la période de l'été? Bien, parce qu'il y a plus de demandes l'été. Et dans le domaine du pétrole, il y a 2 saisons, l'hiver et l'été. Donc, l'hiver, on réduit un peu la demande de production de barils. Puis indirectement, le prix de l'essence, normalement, baisse l'hiver. Puis au cours de l'été, il augmente à cause de l'augmentation de la demande dans le marché. Et comme par hasard, il a augmenté le vendredi, juste avant le vendredi qui a déclenché les vacances de la construction, comme par hasard. Comme par hasard. Puis il faut comprendre qu'en novembre 2020, lors de l'annonce du vaccin, le prix de l'essence, dans les journées suivantes, a augmenté automatiquement aussi. Donc, un jour ou l'autre, on se fait toujours prendre dans ce jeu-là. Là. Le Conseil du patronat qui demande la fin de la PCRE, c'est la prestation canadienne de relance économique. On sait que M. Trudeau l'a prolongée jusqu'au mois d'octobre. Et là, tu m'apprenais avant la chronique qu'il voudrait la prolonger, c'est une promesse électorale, jusqu'au mois de mars 2022. Donc, le Conseil du patronat, là, dans le fond, le M. Carl Blackburn, là, qui est le président, mentionne que dans le fond, on a une pénurie. Pas une pénurie seulement dans le domaine des restaurants, une pénurie globale, donc autant dans le domaine commercial qu'industriel. Puis pour nous, dans la région, on le sent. Là. De toute façon, on n'a jamais vu autant d'affiches extérieures de gens s'annoncer, nous embauchons, des publicités par rapport à l'embauche. On en voit de plus en plus. Dans les journaux aussi. Bien, ça, c'est relié à un manque de main-d'œuvre. Et la prestation canadienne de relance économique a pour conséquence que ça donne un minimum. Là, on a racheté 4 semaines additionnelles. C'est sûr que le montant que ça donne par semaine, présentement, il est rendu à 300 $. OK? Donc, ce n'est pas le 500 $ de l'époque. Par semaine. Par semaine. Mais ça touche beaucoup de travailleurs à temps partiel, qui, eux autres, dans le fond, ils se disent, bien, regarde, quand tu as travaillé 20 heures par semaine au salaire, je vais aussi bien rester chez nous à recevoir mon 300 $ que de retourner dans le marché du travail. C'est surtout les gens à temps partiel que ça vient affecter. Puis les gens à temps partiel, ça touche beaucoup le domaine touristique, restauration, etc. Donc, les restaurateurs se plaignent beaucoup, le domaine touristique se plaignent beaucoup, parce que ces gens-là préfèrent rester à la maison en disant que je ne gagnerai pas tellement plus cher d'aller travailler que de recevoir mon 300 $ à tous les semaines. On est en campagne électorale, mais on oublie le côté politique. On sait, les gens se sont plaints, les employeurs se sont plaints que ça devait arrêter parce que, bon, l'économie reprend et tout reprend. Pourquoi ils la prolongent? Est-ce que c'est juste au niveau électoral? Bien, parce aller que chercher des votes? Mais... Parce que c'est très populaire. Il faut comprendre que dans le fond... Parce que ça nous endette encore plus. Ça nous endette encore plus. C'est pas toujours des fois rationnel, des fois, dans les décisions qu'on prend par rapport à la politique, malheureusement. Là. Il y a toujours des décisions un peu populaires. Donc, il faut comprendre que lorsqu'on touche l'ensemble des employés, on vient rassurer un peu les employés. Faites-vous-en pas. On risque de prolonger les programmes, etc. Au détriment un peu des employeurs, je dois l'avouer, qui, eux autres, dans le fond, sont écopés par rapport à ça. Le gouvernement, présentement, veut envoyer un vent de confiance qui est nécessaire d'avoir un vent de confiance en économie pour s'assurer que l'économie va passer à travers. Mais nous, on le voit, Michel, présentement, l'économie va très bien. Même elle va peut-être une fois un peu trop bien parce que le taux d'inflation nous joue dans les pattes actuellement. Et ça, mais à un moment donné, il faut comme prendre conscience de dire, bien là, je pense qu'on a assez fait pour l'instant, ce côté-là. Moi, c'est un commentaire personnel que je fais là. Je pense qu'on a assez fait pour l'instant pour être capable de passer à travers qu'est-ce qu'on a connu en termes de crise sanitaire. Mais pour le gouvernement, c'est pas encore assez.
il veut vaguer un peu par rapport à ça pour se faire prolonger, peut-être pour les élections. Mais encore là, ça reste un commentaire personnel. Là. OK. Mais moi, je me souviens que tu nous as parlé dans une chronique précédente que cette PCU, là, cette célèbre PCU, a vraiment aidé, a été vraiment, oui, là, oui. Ça a aidé. Mais là c'est trop. Là. Effectivement. Et là, moi, ce que je pense, c'est toujours que c'est l'endettement du Canada qui continue, là, qui se perpétue. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme... parce que ces gens-là profitent, est-ce qu'on peut les envoyer, les forcer à travailler? Bien, pour l'instant... Ces gens qui sont à temps partiel ou... Oui, bien pour l'instant, malheureusement, quand tu regardes un peu la loi, la façon que c'est fait, on n'est pas obligé de les forcer à travailler nécessairement. Ils reçoivent 1200$ comme ça, là, puis c'est... Oui, pour l'instant, c'est fait un peu comme ça. Ça rend des cadres... Comme je disais, bien souvent, des fois, les employeurs me disent « Écoute, je ne peux pas croire que je ne peux pas le ramener au travail, etc. » Mais la plupart du temps, c'est que si tu ne réussis pas à démontrer que tu as besoin de temps plein, gagner plus cher, etc., bien, la loi permet que si tu n'as pas atteint ton niveau maximal... Puis là, c'est sûr que ça touche le domaine beaucoup touristique, le domaine de la restauration pour les temps partiels, mais beaucoup d'étudiants au cours de l'été en ont profité pour embarquer encore sur ce programme-là, l'anciennement la PCU, qui est devenue la PCRE. Et on avait espérance que ça prenne fin en octobre. Et là, on attend parler que ça peut se prolonger avant dans le cours pour être certain qu'on va passer à travers. C'est sûr que le Canada, présentement, peut s'endetter, mais à un moment donné, il y a une limite. Puis il faut comprendre que tout l'argent qu'on a investi présentement dans ces programmes-là, un jour ou l'autre, il y a un retour du balancier qui se fait et on devra les payer, ces éléments-là. Et ça inquiète beaucoup le Conseil du patronat, ça inquiète beaucoup la Fédération d'entreprises indépendantes du Québec, ça inquiète beaucoup les employeurs, parce que les employeurs ne fournissent pas. Donc, on a des délais de production causés par le manque de main-d'œuvre. Et on a aussi un problème de développement. L'entreprise qui veut se développer est limitée dans son développement par le manque de main-d'œuvre. Donc, c'est assez difficile à comprendre la raison. Puis, on n'a pas nécessairement, quand on pose la question à M. Trudeau, il n'y a pas nécessairement une raison. Là. C'est tout simplement, on veut s'assurer. Il y a certains secteurs qui sont encore en difficulté. Oui, on le sait, ça. Mais majoritairement, ça va bien. Puis, on le voit partout. Là. OK. Je le rappelle que c'est pas politique, c'est vraiment l'opinion de Régent. Et il reste à peu près 3 minutes, Régent. Est-ce que, en regard, aujourd'hui, on est le 24 août, là, est-ce que les taux d'intérêt... est-ce que la Banque du Canada, parce que tu parlais que l'économie va peut-être trop bien, que là, ça crée de l'inflation, est-ce que les banques peuvent être intéressées à vouloir peut-être commencer à hausser leur taux d'intérêt? Ils commencent à en parler, mais en 2021, non, ça c'est sûr. On ne devait pas avoir d'augmentation en 2022. Je commence à en douter un peu. Quand je regarde un peu ce qui se passe dans l'économie actuellement, là, je crois Et quel effet ça aurait si on commençait, là, je sais pas, à augmenter d'un quart? Parce que là, il est à 0,25 actuellement. Et si on augmentait d'un quart ou une demi, quel effet ça pourrait avoir? Bien, un quart ou une demi, c'est quand même pas si pire. Mais quand on parle d'1% et plus, c'est là que ça peut causer des problèmes au niveau des individus. Parce que les gens qui ont emprunté, il faut comprendre que les gens ont consommé, ils ont emprunté pour s'acheter des nouvelles résidences, des chalets, etc. Ça peut avoir un impact sur le budget familial d'une famille, là, par rapport à un emprunt. Et ça peut causer des problématiques. Donc, des fois, c'est le petit détail qui va faire que l'individu ne pourra pas passer à travers et déclarer faillite. Ça peut emmener de la faillite. D'ailleurs, les bureaux de syndic, présentement, n'ont pas d'ouvrage. En général, là, ils n'ont pas d'ouvrage actuellement. Et pour eux autres, tous les programmes sont annoncés. Pour eux autres, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'on vient comme un peu retarder peut-être certaines choses. Mais ils s'attendent qu'en 2022, il va y avoir quand même beaucoup de faillites qui va s'annoncer, autant au niveau des individus qu'au niveau des entreprises. Et c'est peut-être une fois des faillites qui ont été tout simplement retardées à cause des programmes. Donc, des gens l'entreprise n'allait pas nécessairement bien ou des individus que financièrement, ça arrive serré. Là. Et par les programmes actuellement, puis par les taux d'intérêt qui sont bas, bien, ça allait éviter ça. Et là, ça permet de continuer la relance économique. Est-ce que 2022 pourrait être une année récession? Non, pas à ce point-là. Donc, moi, on sent qu'il va arriver une augmentation des taux d'intérêt, peut-être d'un quart, une demi, peut-être qu'il peut se faire au cours de l'année. On sent qu'il va y avoir plus de faillites en termes de statistiques qu'en 2020 et 2021, mais pas assez pour créer un impact négatif sur l'économie parce que la relance est quand même là. La demande dans le marché est là actuellement et ça, c'est très positif. D'ailleurs, c'est une des bonnes choses que M. Trudeau a fait. Il a donné confiance quand la récession est arrivée. Il a injecté rapidement de l'argent dans l'économie, une chose qu'on doit faire. Mais à un moment donné, il faut être capable aussi d'arrêter. Trop, c'est comme passé. Qu'est-ce qui crée une récession? Augmentation des taux d'intérêt?
Augmentation des taux d'intérêt dans le marché qui fait que ça crée une restriction. Donc, les individus arrêtent de consommer. Donc, lorsqu'on sent que ça commence à revirer, et c'est la perte de confiance des consommateurs. C'est le cercle négatif. Perte de confiance, on arrête de consommer, on arrête de sortir, on arrête de faire des loisirs. Et là, les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt augmentent. Fait que c'est comme un cercle vicieux qui commence. Et c'est ça qui crée une récession. C'est vraiment le consommateur. Voilà, très intéressant. Donc, vous n'avez pas fini de payer 1,39 $, du moins si on se fie à ce que Régent nous mentionne aujourd'hui. Voilà, ça complète notre chronique, je partais pour dire notre chronique intéressante, mais notre chronique économique très intéressante de Régent Lemieux, comptable professionnel agréé du groupe Mallette, que vous pouvez rejoindre au 248-57-77 ou encore ici au bureau de l'édifice Mallette au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Voilà, ça complète. On se retrouve dans 2 semaines. Parfait. Merci, Régent. Bye. On s'arrête. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.